Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici et d'avoir la chance d'une présentation sur la différence entre hommes et femmes, la différence sexuelle. Généralement, je dois juste en parler un petit peu, entre autres sujets. Donc, je parlais du gender gap, on va dire de la différence de genre, comme on dit maintenant en français, et pourquoi les femmes ont moins vécu des expériences VR. Juste vous reparler de moi de quelques instants. J'ai produit deux des premières expériences VR de la BBC 2015-2016. Dan Tucker, j'ai travaillé avec lui, il était là la semaine dernière. Donc Easter Rising, Voice of Labour. Et l'autre, c'est No Small Talk, pas de barata. Et donc ça, c'était un talk show pour des jeunes femmes. Et j'ai appris beaucoup de choses sur le genre et comment cibler des gens de différents genres, de différents sexes. Donc quel est le bon contenu dans ce genre et dans la perspective qu'on fait quelque chose. Voilà, on veut juste cibler des femmes. J'ai trouvé ça de plus en plus frustrant en travaillant sur ces deux projets. Quand je mettais vraiment mes larmes, mon sang dans ces projets et on ne pouvait pas les ouvrir vers le grand public parce qu'ils n'avaient pas les casques. Donc, en pensant à ça, et cibler les audiences, les publics et la réalité virtuelle, j'ai ce sens intime que la majorité du contenu est fait par des hommes pour des hommes. Donc tout ça a été frustrant et ça m'a donné des idées. Et l'année dernière, j'ai fondé Limina Immersive, mon entreprise. Nous sommes une entreprise de tout ce qu'on fait dans l'inclusivité. C'est sur tout ce qu'on fait. Parlons du problème. Il y a deux éléments. Il y a le problème de l'utilisateur, qui sont les publics de VR, les gens qui font de VR, et il y a le problème du métier, du secteur. Et les ratios sont très liés. Et il y a une combinaison des deux, mais il faut séparer les deux. Ça nous permet d'être un peu plus clair. Pour commencer, problème de public, voici au Royaume-Uni, voilà ce qu'on a. 14% des hommes ont eu l'expérience VR contre 20% pour les hommes. C'est probablement la même chose en Europe, donc c'est une entreprise EY qui fait ce genre de sondage. Et on a vu le même principe dans beaucoup de recherches, marketing. 1 million d'hommes disent qu'ils s'intéressent à Oculus, mais seulement 380 000 femmes. Et l'étude où j'ai participé, que j'ai construit avec mes avocats, c'est 13% des femmes plutôt contre 20% des hommes. Donc il y a vraiment un gap, il y a un écart et il y a plein d'autres raisons. Donc, et pourquoi est-ce que c'est un problème? Nous en sommes aujourd'hui, vous connaissez cette courbe d'adoption, et comment les nouvelles technologies se développent. Aujourd'hui, nous en sommes aujourd'hui, c'est le trou entre les early adopters et les early majority. Autrement dit, il faut en tant que métier sauter ce fossé pour que toutes les prévisions, le barata et tout, pour qu'on dépasse ce stade. Donc il faut, pour ce faire, que cela a un appel pour hommes et femmes. Mais aussi, et c'est vraiment très statistique, mais bon, juste dire une chose sur la critique. Mais c'est quelque chose qui nous empêche quelque chose de très intéressant. Cette étude, l'étude Wiggin, où j'ai fait une étude, ce sont les considérations éthiques avant et après. Une des choses que nous avons trouvées, mais
partout, tendance. Il y avait 2000 personnes, beaucoup de questions. On a toujours vu, ce que j'ai encerclé, que les répondants qui ont plus de 55 ans ou des femmes sont plus concernés par ces questions éthiques, la criminalité, la culpabilité, avoir une addiction, réduire un sens moral. Si on a juste les jeunes hommes, il y a moins de critiques parce qu'ils sont moins concernés par tout ça. Donc il faut ce retour déjà du sentiment. La deuxième partie, à droite, le problème à droite, c'est évident qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui produisent, qui sont dans la production de verre. J'ai parlé à beaucoup d'hommes et d'une manière anecdotique, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans l'industrie. C'est très différent du public. Là, je regarde plusieurs personnes, il n'y a que des hommes. C'est peut-être qu'on est dans une bulle créative, artistique, on est sur le côté créatif, où on sent, c'est assez équilibré, mais quand vous regardez l'ensemble, c'est pas le cas. Je voulais de la preuve hier, je voulais pas juste vous dire, voilà ce que j'ai vu, je voulais quelque chose de plus substantiel. Et j'ai trouvé ça choquant. Quand je regardais sur Crunchbase, j'ai utilisé leur algorithme pour influence, investissement, etc., prennent le nombre d'acquisitions. Et c'est assez intéressant à savoir qui sont les entreprises les plus influentes dans cet espace. Et dans les 15 premières startups de VR, il n'y a aucune fondatrice. Ce n'est pas une situation idéale. Bon, c'est pas étonnant. Au Royaume-Uni, une recherche qui nous dit sur les relations hommes-femmes dans différentes industries sur le VR, ça a été fait par Creative Skillset, donc une agence publique pour les jeux 19%, les effets spéciaux 26%. C'est pas étonnant. Ça ne veut pas dire parce que c'est pas surprenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Prenez un peu de perspective. C'est quoi la VR? Ce que c'est aujourd'hui, ce que ça deviendra. Nous avons le pouvoir de créer des nouveaux mondes, des systèmes, des expériences artistiques, des outils de formation. Mais si nous construisons ces nouveaux mondes et que les personnes qui construisent ces mondes sont d'un seul sexe, ben cela aura les biais, les préférences de cette genre. C'est patriarchie 2.0, parce que si la technologie est un catalyseur, on verra ça dans un espace virtuel. Et je sais que c'est un peu extrême. C'est qu'il y a un nouveau paternalisme, une nouvelle patriarchie, mais c'est pas agréable à y croire. Mais quand on regarde dans les différents espaces, Facebook, les chats VR, on voit pour l'instant que ces mondes sont conçus par des hommes. Et on a la moitié, presque la moitié des utilisatrices ont été harcelées sexuellement dans ces espaces multi-utilisateurs VR. Donc c'est arrivé aujourd'hui. C'est vraiment un problème grave parce que les femmes évitent ces espaces. Bien sûr, on ne veut pas d'harcèlement. On ne va pas rentrer là dans cet espace de nouveau. Et puis vous serez très peu à l'aise. Donc, juste ça serait ma présentation. Mais ça arrive déjà.
Et c'est des choses vraiment de base, étant dans ces espaces virtuels. Et c'est la pointe de l'iceberg est la chose la plus visible. Pour moi, la vraie dystopie, c'est le début de Ready Player One. Il est l'année 2050 et toujours tous les gens les plus influents dans l'industrie VR sont des hommes. Les constructeurs de ce monde virtuel sont des hommes. Alors c'est dystopique, c'est peut-être pas vraiment encourageant, optimiste. On va changer un petit peu. Mais alors, je vais vous dire ce que nous faisons, ce que nous avons appris, ce qu'on peut faire. On a fait beaucoup de recherches dans notre activité. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des plateformes pour des espaces artistiques universitaires pour montrer la réalité virtuelle. Et dans la phase de recherche, et l'inclusion est au cœur de ce qu'on fait, on a vraiment regardé de près comment les hommes et les femmes et d'autres groupes moins bien représentés ont vécu la VR. Voilà, c'était à Cambridge. On était aussi au Oracle Art Center. On est basé à Bristol. On a fait des choses dans différents niveaux, des images. Et nous avons parlé, on a montré la VR à 1 millier de personnes et on a eu un retour de plein de gens. On a eu des discussions après l'expérience de 400 personnes. J'étais au bar, ils ont vécu la VR, ils sortent et il y a une discussion un petit peu avec moi. Ça fait partie de l'expérience, voilà pourquoi ils ont acheté leur billet. Et on leur demande leur opinion sur leur vécu. Donc la recherche que nous avons entreprise nous a appris plein de choses et comment donc s'adresser à ces problèmes. Alors, voilà, d'abord, c'était assez facile. On a eu une audience majoritaire de femmes. C'était facile parce que nous sommes une équipe de femmes, mais la façon dont on l'a vraiment présenté, on n'a pas dû faire un effort particulier, mais étant donné qu'on un organisateur d'événements artistiques, un conservateur au sens musique, et que vous sortez l'œuvre d'art, vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. Donc ça a marché, parce qu'on avait une audience à majorité de femmes. Donc il n'y a pas de raison que les femmes n'aiment moins la VR. Ça me semble évident. Mais il y a eu beaucoup de discussions dernièrement, même depuis 2014, sur comment les structures oculaires des femmes sont faites de telle sorte qu'ils auront plus de nausées et qu'ils auront un problème de posture, qu'ils auront moins de plaisir. Et j'ai entendu ça il y a des années, mais je n'ai jamais vu de preuve de cette idée. Je suis revenu sur les commentaires de nos questionnaires pour voir s'il y avait de la preuve de ça. Les gens disent « Ah ouais, je pense qu'il y a un truc, les femmes n'ont pas les mêmes yeux. » Mais pour moi, c'est du bullshit. Vous rentrez dans la langue française maintenant. C'est un problème culturel et pas oculaire. Donc, quand on revient au bagage culturel, il y a une étude, il y a des preuves là-dessus, c'est que les femmes ressentent, quand ils vivent l'expérience VR, c'est pas leur espace, c'est pas vraiment pour elles. Bon, bah, c'est un truc pour mon copain, mon mari. C'est quelque chose, c'est une étude Ernst Young, parce que ce sont des études utiles. Et comme vous pouvez voir, les femmes diront qu'ils investissent dans les dernières technologies. Moins, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais ont tendance à moins le faire. Par exemple,
Il y a des petits appareils d'électroménager ou de coiffure. Bon, voilà, il y a un grand gap là entre la façon dont les femmes se perçoivent comme adopteurs précoces. Les femmes disent souvent « Ouais, je pensais pas que c'était mon truc, que le VR c'est vraiment pour les mecs, c'est un truc de jeux vidéo, c'est pour mon fils, il aime bien ça. » Bon, et tout d'un coup, cela devient pertinent pour nous. Donc, quand on pense pourquoi est-ce que c'est le cas, c'est peut-être une question de marketing et tout ce qui fait qu'une nouvelle technologie devient normale. Et voilà, le marketing, on a un bon exemple ici, Blade Runner. C'est un film qui cible les hommes. Il y a beaucoup de réalité virtuelle, donc ça se normalise. Et donc, voilà, donc ça renforce ce côté mal. Il y a voilà une autre démonstration, mais les femmes ne s'intéressent pas tellement aux fabricants de casques. Donc dans le marketing, ne pensez pas que voilà, on s'en fiche un peu de vraiment pousser un peu le côté technologique. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé, mais quelque chose qu'on voit ailleurs, c'est que quand les femmes vivent la VR, ils sont moins déçus et ont une expérience moins positive. Ce qui nous montre que peut-être parce qu'il y a plus de contenu fait par des hommes pour des hommes, c'est peut-être une raison, qui sont un petit peu déçus, mais ça n'a pas été le cas pour nos événements. Alors voici quelques solutions. C'est de faire des œuvres, des contenus très différents, diversifiés. On va voir tout ici. C'est un slide d'un projet où j'étais engagé. Ça n'est pas sorti. Il y a une agence gouvernementale qui fait ce genre de recherche sur les médias et les technologies émergentes. Il voulait qu'on fasse une cartographie du paysage créatif, des différents formats qui sortent et qui ont un potentiel pour l'avenir. Nous avons trouvé qu'il y en a tellement. On a utilisé des statistiques, des groupes, des panels de personnes, et il y a tellement de nouveaux formats artistiques. Et quand on parlait à des groupes, on ne voyait pas pourquoi les femmes n'appréciaient pas tel ou tel médium par rapport à d'autres, mais il y a tellement de contenu, il y a une telle diversité. Si vous pensez autrement, il y a plus de chances que ça ira en dehors de ces catégories déjà établies et qui viennent, par exemple, du jeu vidéo. Et après, si on revient sur la recherche d'avant, c'est la même, cette recherche sur l'harcèlement, donc c'est la même étude. Elle a trouvé, la personne qui fait cette étude, que toutes les VR créatives, artistiques, avaient plus de femmes. Donc faites un contenu beaucoup plus vaste, pensez autrement, et pas le public existant, mais le public d'avenir. Le marketing aussi, maintenant, la manière dont on communique l'expérience, on ne parle pas tellement beaucoup la partie techno, et le résultat de ça, c'est 3/4 des personnes venaient pour le contenu et pas pour la technologie, mais en fin de compte, si on focalise sur le contenu, les gens reviendront. C'est pas juste une question de curiosité et voir comment ça marche, mais vraiment vivre quelque chose d'artistique. C'est une autre solution. Troisième solution, faites en sorte que la réalité virtuelle est quelque chose que les femmes ont envie de faire, comme étant quelque chose de normal, normalisé. Donc, quand on fait des événements de réalité virtuelle, on va travailler avec des cinémas indépendants comme celui-ci,
ou des lieux, des lieux artistiques. Et si vous dites, ben tiens, voilà, ça c'est intéressant, des centres artistiques, des cinémas, des universités, je ne sais pas, des lieux commerciaux, c'est vous emmenez l'art dans cet espace et vous lui donnez un créneau horaire qui semble faire partie de la vie, cela serait quelque chose qu'on ferait, voilà, mardi soir avec ses copines, ses copains. Et 84%, 76% de notre audience dit qu'il ferait ça une autre fois pour sortir le soir. Donc nous pensons que la réalité virtuelle est une expérience de sortie et tout ce qu'il faut pour avoir une soirée sympa. Et après, on a trouvé que quatrième solution, une solution aussi, c'est que rendre la chose, c'est simplement faire en sorte que ça soit confortable, physiquement, mentalement, pour tout le monde. Et de faire un design pour quelqu'un qui ne se pense pas comme adopteur précoce. Donc il n'y a pas un lien direct au genre. Mais on a vu que les femmes étaient plus anxieuses au début et 84% ont dit qu'ils étaient très confortables ou même extrêmement confortables. Donc pour nous, c'était sympa de savoir ça. Maintenant, on va vous appliquer ça à votre pratique. Si vous faites de la VR, si vous allez mettre de la VR dans votre espace, pensez à l'aspect un peu privé de l'espace. Peut-être les gens ne veulent pas l'être vus. Il ne faut pas penser où est mon sac. Est-ce que je sais que ma sac à main, est-ce que mon manteau, je ne vais pas... Des petites choses, est-ce que les enfants peuvent venir? Parce qu'on a parlé de ça dans le marketing. Toutes ces choses qui peuvent impacter votre confort physique et psychologique sont très importantes. D'un point de vue des fabricants de casques, pensez, est-ce que ça va vous emmener le maquillage? Il y a des femmes qui assez horribles avec tout mon propre casque avec plein de maquillage. Donc c'est une éponge comme un démaquilleur, des gants, taille de main et faites un design pour les deux sexes. Et c'est là où je veux conclure. C'est nous avons l'avenir entre nos mains. Il n'est pas prédéterminé. On ne va pas être normalement dans le monde de Blade Runner et Ready Player One. Nous pouvons donner une forme à l'avenir. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes bagages culturels que les autres médias d'avant. Techniquement, on est dans un monde plus inclusif, plus égal. Donc, on peut donc appliquer les règles dès le début de ce nouveau métier, de ce nouveau médium, et on peut encore l'influencer. Et Limina, on a essayé d'être conscient de ne pas emporter notre bagage d'avant, et on a une audience à majorité femelle, femme, et donc ensemble on peut faire une industrie VR qui tient compte de la diversité. Merci. Si vous avez des questions. Oui. J'ai deux questions. Vous avez dit, à un moment donné, que la VR créative, c'est là qui attire les femmes. Ouais, vous ne l'avez pas beaucoup développé, vous pouvez peut-être dire un peu plus. Ici, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il ne peut pas voir le texte, mais quand on a demandé de faire une cartographie, voilà, le paysage créatif, personne n'a vraiment regardé ça. On a trouvé ces différents formats.
qu'on peut vous donner un sens de ce qu'est la VR créative, donc revisualiser les témoignages de l'art, le meilleur des performances, avoir vraiment une notion du direct, et vous accédez des espaces que vous n'irez pas, des caves, des coraux dans la mer, de la pédagogie, enfin, ce genre de contenu, les merveilles de l'univers. Par rapport à quoi? Quel genre de contenu dans l'étude que Jessica Outlaw a fait? Elle a classifié les contenus de jeux vidéo vers multi-utilisateurs, outils utilitaires. Il y avait une autre catégorie dont je ne me souviens pas, les expériences thérapeutiques et éducatifs. Voilà, c'était les autres catégories. Dans cette liste, c'était les seuls éléments, les seules catégories où il y avait une audience femme majoritaire. La deuxième question sur les statistiques que vous avez présentées, est-ce que vous avez comparé à d'autres métiers, champs? Il y a des champs où il y a beaucoup d'endroits où il y a plus d'hommes que de femmes. Et la VR est un sujet très spécifique et il faut pouvoir comparer à d'autres domaines. Et à quoi vous parlez de quelle spécialité? Nos propres statistiques, par exemple, pour le nombre de femmes. Au tout début, là. Oui, je n'ai pas comparé ça activement, de faire ça avec d'autres technologies émergentes et digitales, et pour les médias on serait avec le cinéma par exemple à 50-50, mais je ne me souviens plus les statistiques. Mais en regardant les autres technologies émergentes, c'est à peu près un ratio qu'on voit souvent, qui se voit comme un early adopter et qui utilise ça pour une question d'identité. Donc c'est pas pour la VR, mais c'est plus dans la technologie en général. Ça c'est VR, mais ça. Mais j'ai vu généralement, c'est un problème un petit peu général pour toutes les technologies. Et quand c'est toujours, il y a plus de choses de pub, par exemple, dans les magazines. Et il y a eu un magasin qui s'appelle Mankind. J'ai entendu dire qu'en VR, les femmes ont plus tendance à avoir un sentiment de nausée. Donc j'en ai parlé. Peut-être j'allais un peu vite, mais il y avait beaucoup de statistiques. On n'a pas vu de preuves là-dessus. Zéro. Et je regardais tout ce qu'on avait de retour. Il y avait une partie commentaires libres. Les gens disent s'ils avaient un problème de nausée. Voilà, il n'y a pas eu du tout. Les femmes étaient plus inquiètes qu'elles ressentent une nausée, mais il n'y avait pas de preuve. Même sur le point biologique, c'est que c'est une pseudo-science en fait. Peut-être les hommes ne veulent pas admettre. Eh ben, merci beaucoup. Thank you very much. Thanks.